Alors on va dialoguer, on va converser avec la salle aussi, bien sûr, avant la projection des deux films qu'on a prévus ce soir. Peut-être tout simplement, alors on vous a sûrement posé la question des centaines de fois, mais sur la façon dont cette émission est née, parce que c'est quelque chose de très... C'est cinéaste, virgule d'ailleurs, de notre temps. On dit cinéaste de notre temps, mais on devrait dire cinéaste de notre temps, si on était juste. Comment cette idée est née? Parce que la télévision et le cinéma en 1964, c'est pas une chose absolument évidente. Oui, moi, j'y suis pour rien, hein, franchement. Non. L'idée de cette émission, c'est Janine Bazin qui l'a eue. Moi, je ne travaillais pas du tout à la télévision. J'écrivais au Cahier du cinéma, c'est tout. Et Janine a eu cette idée, elle l'a proposée à la télévision, qui l'a acceptée. Et l'idée était très simple, c'était de faire ce qu'on faisait au Cahier du cinéma, où on faisait des grands entretiens avec les cinéastes qu'on aimait, qu'on admirait, Renoir, Buñuel, etc. Et simplement, ça consistait à rajouter une caméra, en somme. Donc, on a commencé comme ça. C'était l'idée, c'était la première idée. La deuxième, c'était que derrière la caméra, elle n'était pas anonyme. Il y avait quelqu'un qui devait la diriger. Donc l'idée, ça a été de mettre derrière la caméra un cinéaste aussi. C'est-à-dire de faire que ce soit un cinéaste qui filme un autre cinéaste. Et ça marche bien lorsque c'est des gens qui filment des personnalités qu'ils admirent. C'est quand Rivette fait des films sur Renoir. Parce qu'à ce moment-là, on a un double intérêt dans le film qui en résulte. On a à la fois un film sur Renoir et à la fois un film de Rivette. Autrement dit, c'est la politique des auteurs qui s'auto... enfin, vous voyez. Et donc, oui, et en plus, ça ressemble tellement à Rivette que lorsqu'on était parti pour faire un film d'une heure, hein, en principe, c'est même pas une heure, c'était 52 minutes. C'est un pari qu'on n'a jamais tenu. Et bien, lorsque Rivette est revenu, il y a eu 3 films d'une heure et demie. Donc déjà, ça ressemblait aussi au cinéma de Rivette. Voilà, donc tout ça s'est passé sans problème, mais encore une fois, je n'y suis pour rien. Simplement, j'ai aidé Janine à sélectionner, à choisir un peu, soit les personnalités qu'on allait montrer, soit celles qu'elle allait filmer. Voilà. Bon, et puis voilà, ça c'est tout. Vous disiez que pour vous, c'était c'était pas un complément, mais c'était une autre façon, finalement, d'écrire sur le cinéma, de votre point de vue. Ah oui, parce que moi, j'avais l'impression de faire ce que je faisais au Cahier. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on faisait au Cahier? On écrivait sur des films et puis on avait des entretiens avec les cinéastes que nous aimions. Donc là, d'ailleurs, le premier entretien, c'était un ami de longue date des Cahiers du cinéma, ça a été avec Buñuel. Donc voilà, on est parti et on est allé faire un gros plan de Buñuel à Tolède, avec un camion de son, un matériel incroyable pour tout ça, pour faire un plan qui aujourd'hui nécessiterait une petite caméra. Enfin, c'était délirant, hein, la façon dont la télévision jetait l'argent par les fenêtres, quoi, finalement. Elle avait des moyens. Moi, je me souviens être allé pour la télévision à Hollywood, faire un film autour de Wells, etc., et un cinéaste, Jacques Lhomme, qui me dit, mais comment vous mettez 2 heures pour installer un plan? Moi, il me faut 3 minutes. Et il m'a dit, il est vrai que vous avez 100 fois plus de matériel que moi, quand je fais un film, j'en ai. Ce qui était vrai.
Oui, ben voilà, c'était ça la télé. Donc autant en profiter, hein. Et en profiter au-delà, même en abusant. Je me souviens, le premier séjour qu'on a fait aux États-Unis, on était parti avec 2 contrats, avec Hubert Knapp, on partait à 2, avec 2 contrats. Un, pour faire un film sur le western, et 2, faire un film sur un grand studio. On avait choisi la Warner. On est arrivé à Hollywood. Le dernier des frères Warner vivant, Jack Warner, était sur la Côte d'Azur, donc il n'était pas à Hollywood. Et on a commencé à travailler sur le western, et la première personne qu'on est allé voir, c'était Raoul Walsh. Et quand on a vu ce personnage, on a dit, on ne va pas utiliser Raoul Walsh, on va faire un film sur lui. Et peu à peu, finalement, on est revenu de ce voyage qui a duré plusieurs semaines. On n'aurait aucun des 2 contrats. On n'avait fait ni un film sur la Warner, ni un film sur le western, mais on avait ramené la matière de 20 films sur les cinéastes. Alors on est allé voir Walsh, Cukor, etc. Il suffisait de prendre le beau temps et c'était incroyable. Mais en même temps, c'était pour la télévision. Le projet, c'était pour la télévision. Donc ça veut dire aussi que vous vous adressiez d'entrée de jeu à un public différent de celui des cahiers du cinéma. Donc ça a modifié quand même quelque chose ou pas? Moi j'aime bien réagi à ça, parce qu'après tout, on fait ce qu'on fait. Voilà. Je ne dis pas, je vais faire ce plan-là, il faut qu'il soit populaire ou au contraire élitiste. Non, on fait ce qu'il faut. Voilà. Ou bien les gens s'intéressent au cinéma et aux cinéastes, ou bien ils ne s'intéressent pas. Mais on va pas, je ne crois pas qu'on puisse arriver à s'adresser à des gens qui ne s'intéressent pas au cinéma et à faire que tout à coup ils s'y intéressent. Voilà, ça, je n'y crois pas du tout. En tout cas, c'est pas ce qu'on cherchait à faire. Non, on fait quelque chose, on sait, bon, voilà, etc., comme dirait Artaud. En même temps, avec Cinéastes de notre temps, la télévision devient un allié précieux du cinéma, alors que c'était pas forcément évident en 64. Un allié. Oui. Un allié du cinéma, puisque la télévision contribue à diffuser et à faire connaître et à faire aimer le cinéma, ce qui n'était pas forcément le cas. Dans les années, à l'époque de l'ORTF, le cinéma et la télévision, ils ne faisaient pas ami-ami. Les syndicats de la télévision, je me rappelle, nous interdisaient de faire travailler des gens du cinéma. Ça a été la croix et la bannière pour faire travailler des gens qui venaient de l'extérieur, des gens comme Rivette, Rosier, etc. C'était incroyable. Parce qu'il y avait une espèce de guerre comme ça. Et les syndicats rentraient dans cette guerre. C'était complètement stupide. Enfin, nous, en tout cas, on avait envie de faire finalement ce qu'on a fini par faire. Mais c'était pas sans mal, quoi. Il y avait chaque fois des discussions. Et pour 1000 raisons, quand on a voulu faire le Pasolini par Jean-André Fiaschi, qui était un critique des cahiers du cinéma, mais ça a été épouvantable. On disait non seulement il n'est pas de la télévision, deuxièmement il n'est pas réalisateur. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est qu'un réalisateur? Il faut bien qu'il commence un jour à faire un film pour être réalisateur. Enfin, on l'a fait, mais ça a été... on se demande comment on y est arrivé. Tellement à tous les stades, on était empêchés, quoi. Non, c'était comme ça. Si vous voulez poser des questions, Clarisse a un micro, ou si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Hein.
On pouvait inventer quand on était à Hollywood, parce qu'ils nous téléphonaient pour savoir où on en était. Je dis, voilà, on l'a vu, Walsh, Ford, Hitchcock, alors, tout le monde connaissait ça. Et puis un jour, je vois un truc que Cassavetes habitait à 3 rues de l'endroit où on était logés, nous. J'ai dit, on va voir John. Il avait fait un film qui était passé en France, c'était Shadows. Et là, il était en train de tourner, de monter son deuxième film indépendant. Entre-temps, il avait fait 2 films dans les studios qu'il reniait. Bon, son deuxième film indépendant. Alors, on est allé le voir. Très bien reçu, tout sympa. On lui dit, alors on aimerait bien faire une tournée un peu. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça, nous, on fait notre film. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais enfin, tu viens nous voir quand tu veux. Voilà. Et j'avais pris l'habitude d'aller tous les jours en fin de matinée chez John. Alors, on buvait des whisky avec les gens qui travaillaient avec lui au montage, tout ça. C'était une ambiance vraiment terrible. Et on est devenus vraiment très copains. Et un jour, il m'a dit, si tu veux, on filme. Et c'est comme ça qu'on a filmé, d'une seule volée, un jour, paf. On a filmé ce qui a été le début, la première partie du film qu'on a fait sur lui. Et encore, on a filmé. On est revenu à Paris. On a mis ça dans un coin. J'avais même pas l'idée de le monter. Je l'ai pas regardé pendant des mois. Et un jour, il me téléphone, Cassavetes, il me téléphone en disant de lui retenir une chambre. Parce qu'il allait à Venise présenter son film enfin terminé, Faces. Je lui dis, d'accord, mais on va en profiter, tiens, on va filmer un peu aussi. Alors, il est passé par Paris, on a refait une séance de filmage, on en aura eu 2. Et puis, et là, je l'ai trouvé tellement changé. Du coup, j'ai regardé les rushs. Du coup, j'ai regardé les rushs que je n'avais pas regardés, que j'avais filmés 3 ans avant. Je n'avais même pas regardé les rushs. J'ai regardé les rushs et j'ai regardé ce qu'on venait de filmer. Et là, ça a paru évident. J'ai dit, bon, là vraiment, il y a un film. Donc, à ce moment-là, on a décidé que le film existait. On a décidé de le monter. Voilà ce qu'on pouvait se permettre à ce moment-là, au temps de RTF. Aujourd'hui, c'est impossible. Mais il y a des choses incroyables qui sont arrivées. Par exemple, on a mis 3 semaines pour avoir un rendez-vous avec John Ford, qui était sur son yacht. Je ne sais pas où, il n'était pas là, quoi. C'était son musicien, Dimitri Tiomkin, qui avait dit « Dès qu'il sera là, je vous préviendrai ». Et un jour, coup de fil, John Ford est là, mais il est malade, il est au lit, mais il est d'accord pour vous recevoir. Bon. On est allé voir John Ford, mais en effet, il était au lit. Il était malade, et il nous a reçus, il était en pyjama sur son lit. Et j'avais dit, il faut tout de suite, on arrive, on lui dit bonjour, on s'assoit, et on tourne tout de suite. On ne va pas discuter 107 ans, est-ce qu'on va tourner. Et on a tourné 25 minutes, je crois. Parce qu'au bout de 25 minutes, il nous a dit, bon, mes agneaux, il faut que j'aille dîner, je suis fatigué, je ne sais plus quoi. Et il nous a mis dehors, quoi. Bon. Mais on a tourné 25 minutes. Cet entretien, ce n'était pas un entretien, c'était une espèce d'échange où on ne se comprenait pas. Parce que Ford, il n'était pas seulement borgne, mais il était sourd comme un pot. Et ensuite, nous, on baragouinait un anglais pas possible. Hubert Knapp et moi, et plus le correspondant des cahiers qui était là. Bref, on ne s'entendait pas, on ne se comprenait pas. Sur un mot, on passait 2 minutes sur un mot pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Bref, c'était dès qu'on lui parlait d'un film, il dit bon, je ne sais pas, je ne le connais pas, je n'ai jamais vu ce film. Voilà, il défilait tout le temps. On rentre à Paris, bon. Quand on rentrait de tournage comme ça, on faisait copier les textes
sur papier, quoi, pour pouvoir lire ce qui avait été enregistré. Et là, je vois, le truc, ça tenait en 2 feuillets, la demi-heure qu'on avait passée chez Ford, et on lisait ça, mais c'était un non-sens total, on ne comprenait rien. J'ai dit, bon, allez. Et on regarde quand même les rushs, parce qu'on se passait les rushs, et là, pendant une demi-heure, on se marre, on trouve ça incroyable. J'ai dit, mais ça vaut peut-être le coup d'essayer de le monter, ça. On va dans la salle de montage, on passe 8 jours à essayer de monter ça, essayer d'introduire un extrait de film, comme on faisait, et on n'y arrivait pas. C'était vraiment impossible. Et on le revoyait en salle de montage, et on riait. Il y a quelque chose qui se passe, et qu'on n'arrive pas à maîtriser, etc. Et puis tout à coup, j'ai eu l'idée que finalement, ce qui nous... On se trompait de sujet, en quelque sorte. On essayait de faire un film sur un cinéaste qui allait parler de son cinéma, etc. Alors que ce n'était pas ça le sujet qu'on avait. On avait le sujet. Le sujet, c'était ce climat d'incompréhension. Et à partir du moment où j'ai eu ce sentiment-là, j'ai dit, il faut projeter les trucs, les rushs, avec les claps. 1, 2, 3. Autrement dit, on a 25 minutes, on a clap 1, clap 2, clap 3, et puis tout le truc qui part dans tous les sens. Et là, c'est formidable. Ça devient vraiment formidable. Autrement dit, il fallait simplement changer de regard sur ce qu'on avait filmé. Et que le sujet, ce n'était pas le cinéma de Ford, etc., etc. C'était cette rencontre bizarre qui s'était passée. C'était ça le sujet. À partir du moment où on a pris conscience de ça, ça a marché formidablement. Alors surtout que 3 jours après ou 4 jours après, on allait on était reçu par Hitchcock, qui était vraiment le contraire. Lui, c'est plan par plan. Tout. C'était vraiment le jour et la nuit. Et alors, on a mis ça dans le même film, et c'est formidable. Ce que vous dites, c'est que les rencontres avec tous ces cinéastes, elles se sont faites parfois au hasard, hein, qu'il n'y avait pas forcément un projet défini, mais que c'était en fonction des rencontres que vous faisiez, que vous décidiez de consacrer un épisode à tel cinéaste plutôt qu'un autre. La rencontre, elle a son style, et on ne peut pas la changer comme ça. On ne peut pas prendre les éléments de cette rencontre et puis les monter pour fabriquer quelque chose qui n'a pas eu lieu. Non, il faut être fidèle au climat dans lequel les choses se passent. Voilà. Alors, ou on l'aime ou on l'aime pas. Mais si on l'aime pas, on le fait pas. Mais si on l'aime, ce qui se passait lorsqu'on regardait les rushs de Ford, on a dit, mais quand même, on peut pas laisser passer ça. On avait envie de le montrer. On avait envie que les gens assistent, soient là à côté de nous lorsqu'on regardait les rushs. Elle dit, mais voilà, mais il faut leur faire ce plaisir. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Alors je continue. Alors peut-être que le choix des cinéastes auxquels vous consacriez des épisodes se faisait au fur et à mesure des rencontres. Il n'en demeure pas moins que on a souvent dit que Cinéastes de notre temps était l'une des plus belles encyclopédies du cinéma. Et que si on le suit, si on suit toute cette série, on a un panorama absolument... on va pas dire complet, mais en tous les cas extrêmement riche de l'histoire du cinéma. Oui, c'est très riche, mais en fait, il y a toujours des regrets. Il y a toujours le fait que Truffaut n'a pas pu faire le film qu'il devait faire pour nous sur Cocteau. D'abord parce que Cocteau est mort, et ensuite Truffaut aussi. Alors, il ne restait plus grand monde. Voilà, il reste des trucs comme ça. Mais enfin, il y a aussi des choses qui restent à faire, hein. Il faut aller voir Herzog à Los Angeles, aujourd'hui Skolimowski. Il y a des gens qu'on n'a pas encore. Sokourov. Voilà. Mais ça pose chaque fois des problèmes. Sokourov, il y a 2 réalisateurs qui ont l'accord de Sokourov pour qu'on fasse le film sur lui. Mais lequel des deux choisir, je veux dire, c'est la guerre, quoi.
Mais je vous pose cette question de l'encyclopédie du cinéma parce que c'est ce qu'on dit souvent quand on présente cette série et on parle d'histoire du cinéma. Et là-dessus, vous êtes très sévère sur cette question de l'histoire du cinéma. Le cinéma a-t-il une histoire ? A-t-il une histoire ? Puisque vous avez dit à plusieurs reprises que le cinéma n'a pas vraiment une histoire. En tous les cas, vous vous êtes opposé à cette idée-là. Ah oui, non, je crois pas qu'il y ait d'histoire du cinéma, moi. Non, dans une maison qui conserve le patrimoine du cinéma, c'est intéressant et c'est un peu iconoclaste. Il y a une histoire des techniques qui font le cinéma, il y a une histoire de l'image qui est passée du noir et blanc à la couleur, l'histoire du son qui est arrivée très tard, mais je ne crois pas qu'il y ait une histoire du cinéma. Donc, non, parce que on peut mettre à côté l'Aurore de Murnau et puis un film d'aujourd'hui de Godard ou je ne sais plus quoi. Bon, pour moi, ils sont contemporains, ils n'appartiennent pas à une histoire. Et les faire appartenir à une histoire, c'est à mon avis diminuer l'intérêt qu'ils peuvent avoir. Pourquoi ? En tant qu'art. Pourquoi ? En tant qu'art. On peut faire une histoire, mais ce qui... À la limite, je ne crois pas que l'art ait une histoire, voilà. C'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que pourquoi ? Lorsqu'on raconte une histoire, on raconte l'histoire d'autre chose qui contribue à faire l'art, sans doute, mais ce n'est pas l'art lui-même. Il y a, par exemple, on peut s'apercevoir que la nouvelle vague dont on a beaucoup parlé, etc. Mais qu'est-ce que c'était que la nouvelle vague ? C'était quelque chose qui s'était déjà passé, à mon sens, en peinture, avec l'impressionnisme. Lorsque l'impressionnisme c'est dû à quoi ? C'est dû à un truc très simple. C'est l'invention, c'est Renoir qui raconte ça, c'est l'invention de la peinture en tube. Avant, pour faire de la peinture, il fallait être à l'atelier, mélanger les couleurs, etc. Et tout à coup, on a pu trimballer les couleurs parce qu'on avait des tubes. Et donc, les peintres, ils pouvaient se mettre en face d'un motif et puis travailler sur ce motif. Donc, c'est un truc technique. Mais la nouvelle vague, c'est la même chose. Au tournant des années 60, est arrivé l'équivalent des tubes de couleurs pour les peintres, c'est-à-dire l'invention des pellicules rapides, par exemple. L'invention du Nagra, c'est-à-dire que pour prendre un son, il n'y avait plus besoin d'avoir un camion. Donc tout à coup, on pouvait tourner n'importe où, puisqu'on avait des pellicules rapides, et puis et n'importe quand, et enregistrer le son, sans avoir 1000 techniciens. Donc cette légèreté-là est l'équivalent de ce qui s'est passé avec les peintres impressionnistes. Et voilà. Et quand au début des années 60, grâce à la pellicule rapide, on a pu tourner sans éclairage dans Paris, alors qu'avant, dans Paris, il fallait appeler Troner pour qu'il reconstitue la station Barbès en studio, pour pouvoir que ce soit lisible sur un écran. Eh bien, là, la technique est arrivée, les caméras légères sont arrivées, donc surtout la pellicule rapide qui permettait de travailler sans machin. Et en plus, il y a eu l'apport objectif de Malraux, qui à ce moment-là a décidé qu'on allait repeindre les immeubles en blanc. Paris est devenu blanc avec Malraux. Bon, c'est bien. Et donc ça allait dans le sens. Il n'y a plus besoin d'éclairage. La pellicule rapide plus l'aide de Malraux, c'était formidable. Paris, tout à coup, on découvrait un Paris qu'on n'avait jamais vu. Hein. Il suffit de revoir Le Cygne du Lion de Romer, par exemple. C'est incroyable. J'avais oublié ça, moi. Mais c'est extraordinaire. Mais là, vous parlez d'histoire. Hein ? Là, vous parlez d'histoire, quand même. D'histoire.
Oui. Il est question d'histoire dans tout ce que vous êtes en train de me dire. Vous nous rappelez le contexte de l'émergence de la nouvelle vague. Oui, mais enfin, c'est pas ça qui fait que les 400 coups, ça vient après. Je sais pas quoi, le jour se lève. Non, je crois pas à ça. Je crois pas à l'histoire du cinéma où les films s'engendrent comme ça. Non, ce qui se passe, c'est des choses objectives, factuelles. Moi, je me souviens d'un jour, j'allais justement filmer un truc. Godard tournait bande à part dans la banlieue de Paris. Et j'ai dit, tiens, on va aller faire quelques plans de Jean-Luc en train de tourner. Eh bien, on était avec la télévision. Hein, et j'avais pris comme chef-op un type qui s'appelle Isnard, qui venait du cinéma, qui appartenait au cinéma. Donc on se donne rendez-vous dans une île, dans l'est de Paris, je ne sais plus dans quelle, une petite île où il tournait. Et je suis arrivé avant en voiture, et puis j'ai vu Jean-Luc qui tournait, et il y avait Jean-Luc, Coutard, Sami Frey et Anna Karina. Dans un coin, ils tournaient. Bon. J'étais là, j'attendais mon équipe qui est arrivée. Je vois arriver un camion immense. Un camion immense. Et le chef op, il descend, il fait ouvrir le camion et il fait descendre des gros Peugeot comme ça. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis, il me dit, mais c'est pour éclairer. T'as vu? Et puis il sort sa cellule. Tu vois, il dit, on peut pas tourner comme ça. Je lui dis, mais comment il fait Godard pour tourner? Il est là, il tourne sans éclairage. J'ai dit, il n'est pas question de descendre un seul truc. Eh bien, il est parti du tournage. Et j'ai tourné avec l'assistant. Mais lui, il est parti. Il n'admettait pas ce qui s'était passé pendant quelques années dans le cinéma. Il n'admettait pas ça. Il avait ses habitudes. Voilà. Bon, il y a des habitudes comme ça. Et Godard percevait très bien ses habitudes, hein, mais sur tous les plans, sur le langage. Il dit, c'est complètement... On voit quand les gens... Je crois qu'il raconte ça. Quand quelqu'un sort d'une pièce, il ne dit pas « je sors », il dit « je reviens ». Voilà, des choses comme ça. Alors pour terminer cette rencontre avant la projection des deux films, peut-être deux mots sur les deux films qui vont suivre, puisque c'est pas le numéro 1, vous l'avez dit, c'était Buñuel, et vous me rappeliez tout à l'heure que la première émission de Cinéastes de notre temps, c'est 16 avril 1964. Donc à une semaine près, on est effectivement exactement sur le 50e anniversaire. Et par contre, les numéros qui ont suivi sont ceux qu'on va découvrir là maintenant, redécouvrir, La Nouvelle Vague par elle-même, et puis ensuite La Nouvelle Vague, Remède ou Poison. Vous nous en dites deux mots avant La Nouvelle Vague par elle-même, qu'on... c'était l'idée... Bon, parce que La Nouvelle Vague, pour nous, des cahiers du cinéma, c'était la nouvelle vague des cahiers du cinéma. Et on a fait des films sur eux. On a fait dans la série, on a fait 2 films avec Godard, on en a fait 2 avec Truffaut, il y en a eu 2 avec Rivette, il y en a eu 2 avec Romer, il y en a eu 1 avec Chabrol, il est mort trop vite. Mais voilà. Donc on était quand même un peu de parti pris, disons. Voilà. Et alors, pourquoi je vous le dis ça? Il y avait une raison, je ne sais plus. Pour présenter La Nouvelle Vague par elle-même. Vous vouliez dire 2 mots sur ce... Pour présenter La Nouvelle Vague par elle-même. Oui. Oui, alors donc, par contre, dans La Nouvelle Vague par elle-même, on a essayé d'avoir un éventail plus large. Il y a Paulet, il y a Varda, il y a d'autres cinéastes... qui n'était pas la stricte obédience cahier du cinéma. Donc il y avait une espèce d'ouverture, d'autant plus que dans ces années-là, on disait que je ne sais plus en quelle année, il y a eu, en une année, il y a eu 110 nouveaux réalisateurs qui faisaient leur premier film. C'est incroyable, 110. Alors bon, on a pioché là-dedans pour donner un aperçu plus large.
pour être moins sectaire. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait raison d'être moins sectaire. Eh bien, justement, c'est ça qu'on va découvrir cette richesse donc de la nouvelle vague, sans parti pris, en tous les cas, on va voir. Et on vous remercie beaucoup, André Labarthe, d'être venu pour ce 50e anniversaire. Merci beaucoup. Bonne projection.